Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette avant-dernière séance de cette chaire sur les inégalités de santé. Je vais faire un petit sondage, pas du tout scientifique, mais par rapport au colloque international qu'on organise le 26 juin avec l'équipe de recherche GENDI. Est-ce que les personnes qui auraient l'intention de venir à ce colloque peuvent lever la main? C'est juste pour savoir si, en termes de casque et tout ça, d'accord. Et ok, d'accord. Merci. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement vaste. Donc, on va en aborder qu'une toute petite partie autour de la notion des risques du travail. En fait, je voulais vraiment que dans cette chaire, on traite de cette question absolument majeure du point de vue de la santé publique et des inégalités de santé, comme vous allez le voir. Donc, il y a 2 séances qui sont consacrées à cette thématique. Aujourd'hui, on va plutôt se centrer d'une manière générale sur les risques du travail et les accidents du travail. Et puis, la semaine prochaine, on s'attachera à la question de la difficile question de la non-reconnaissance des maladies professionnelles. Et puis, donc c'est le dernier cycle de cette chaire. Et il y aura aussi, c'est plutôt santé et environnement, en fait, aujourd'hui, les risques du travail d'une part. Et on verra tout à l'heure avec Giovanni Prete, qui est sociologue et qui est professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui lui abordera la question des inégalités sociales d'exposition aux pesticides. Voilà, tout ça, ça représente un champ extrêmement vaste, vous pouvez l'imaginer, qui représente quand même un angle mort de la santé publique et qui pourrait faire l'objet d'une chaire annuelle sans problème, tant les enjeux sont multiples et complexes et représentent, on va le voir, une source majeure d'inégalités de santé. Alors, dans tous les pays du monde, le travail porte atteinte à la santé des femmes et des hommes, et puis même des enfants dans un certain nombre de pays. Et je voudrais juste préciser d'emblée qu'il y a je reviendrai dessus après, que quand on travaille sur les questions de santé-travail, il y a une question qui se pose toujours, aussi bien aux sociologues qu'aux épidémiologistes, c'est que la santé est liée au travail selon des causalités complexes qui jouent en fait dans les 2 sens. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un impact des expositions professionnelles sur la santé, mais il y a aussi le fait que l'état de santé marque les trajectoires professionnelles. Et je reviendrai sur ce point dans un instant. Alors, je voudrais aussi préciser en introduction qu'il y a 2 dimensions du travail qui peuvent être prises en considération. Il y a la question des conditions de travail sur laquelle je vais m'attarder. Et puis, il y a également la question de la situation d'emploi. Est-ce qu'on a un emploi? Quel type de contrat? Est-ce qu'on est au chômage? Etc. Qui, bien sûr, a un effet aussi sur la santé. Donc, la séance d'aujourd'hui sera consacrée aux enjeux des conditions de travail. Alors, dans une première partie, on traitera de la connaissance des risques du travail et des logiques sociales qui favorisent ou non leur production et leur utilisation. Et dans une seconde partie, j'examinerai plus précisément la question des accidents du travail. Comme je l'ai dit, la question des maladies professionnelles étant traitée plus en détail la semaine prochaine au prisme de l'enjeu de leur reconnaissance qui donne droit à réparation. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de santé et travail? En précisant tout de suite que ces chiffres, qui sont sourcés de l'assurance maladie de son rapport de 2024, représentent vraiment une estimation tout à fait minimum, et je reviendrai sur ce point. Les statistiques de la CNAM pour les travailleurs salariés, c'est un objectif de gestion financière des rentes et des préservations versées. Donc il y a une sous-estimation très importante de l'incidence qui n'est pas toujours connue, j'aurais dû mettre un E d'ailleurs, parce que les problèmes ne sont pas toujours connus, ne sont pas toujours déclarés et ne sont pas toujours reconnus dans leur dimension professionnelle. Toujours est-il qu'en 2023, on comptait 1287 décès liés au travail, 555 803 accidents du travail, vous apprécierez la précision du chiffre, 47 434 maladies professionnelles. Alors, la connaissance maintenant de ces chiffres, et en fait vous allez voir dans toute l'intervention, je vais vous montrer à quel point ces chiffres sont vraiment que la partie visible de l'iceberg, même s'ils sont, ne serait-ce que pour les accidents du travail, quand même extrêmement importants. Alors, de quoi parle-t-on quand on traite de la question des... Alors, ce n'était pas du tout ça qu'il fallait que je vous mette tout de suite, je vais vous faire attendre un petit peu pour avoir quelques données. En santé publique, on l'a vu dans toutes les séances précédentes, la qualification d'un problème qui rend nécessaire une action de prévention passe par sa mise en visibilité. Depuis 30 ans, au moins, un certain nombre de chercheurs, mais aussi de médecins et d'acteurs de prévention soulignent l'invisibilité sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles
dans un contexte national et international marqué par une évolution très préoccupante des conditions de travail. Alors ces conditions de travail, là encore, je n'aurai pas le temps évidemment de m'attarder pour vous faire un topo détaillé, mais quand même, j'ai en dire quelques mots sur l'évolution de ces conditions de travail au fil du temps. Elles évoluent en raison de plusieurs causes. D'abord, des causes qui peuvent être initialement externes aux organisations de santé, aux organisations du travail, comme les crises sanitaires, les transformations environnementales, les bouleversements technologiques, les évolutions démographiques et sociétales, mais qui finissent par avoir un impact sur les conditions de travail, comme on l'a vu par exemple très récemment avec la pandémie de Covid-19. Mais ces causes sont aussi internes à l'organisation du travail lorsque les changements, qui sont assez importants, répondent aux besoins économiques propres des organisations ou qu'apparaissent des nouveaux risques professionnels, comme le soulignait le CESE dans un rapport d'il y a quelques semaines. Et en particulier, la logique de compétitivité qui ne cesse de s'accroître avec la mondialisation accentue encore ce phénomène, notamment dans les pays du Sud, où les conditions de travail sont souvent déplorables et où le droit ne protège pas les travailleurs dans la plupart des cas. Alors, que nous dit la littérature scientifique sur la question de santé et conditions de travail? Alors, d'abord, il y a des recherches en sciences humaines et sociales qui étudient donc les conditions de travail. Elles sont impossibles à résumer ici, mais je voudrais quand même souligner, en m'appuyant sur les travaux de Dominique Méda, qui est sociologue du travail, qui considère que les conditions de travail se dégradent en France depuis quelques années. Alors, pour Dominique Méda, il y a une tendance générale à l'intensification du travail en France qui a commencé dans les années 90 et qui joue un rôle majeur, dit-elle, dans la dégradation des conditions de travail. Et le phénomène a connu une courte pause dans la période de 1998-2005 lors de la mise en place des 35 heures pour mieux répartir cette charge de travail. Mais elle estime que depuis le début des années 90, on assiste en France, comme de nombreux pays européens, à une dégradation de ces conditions de travail. Et cette intensification, qui est le caractère le plus marquant, rime avec des délais courts et des rythmes de travail plus élevés et qui donne aux personnes actives le sentiment d'être empêchées de fournir un travail de qualité. Vous allez voir que c'est un contexte très important pour comprendre en particulier les risques psychosociaux au travail. Et deux chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, Corinne Godard et Serge Volkoff, nomment ce nouveau modèle le modèle de travail pressé, qui s'est imposé dans tous les secteurs professionnels. Aujourd'hui, plus de la moitié des actifs occupés indiquent devoir travailler toujours ou souvent dans des délais très stricts et très courts. Alors, des exigences élevées de productivité qui sont couplées à une faible autonomie sont la caractéristique de ce que les chercheurs en sociologie du travail appellent les lean management, qui sont massivement développés en France depuis les années 80. Thomas Coutreau, qui est un chercheur en économie qui a produit énormément de connaissances sur le sujet des risques du travail, et un certain nombre d'autres chercheurs l'expliquent bien, ils disent que dans les années 1980, en fait, on a voulu sortir du taylorisme, c'est-à-dire du travail prescrit, et importer des méthodes de travail japonaises déployées notamment par des industriels de Toyota. Et du coup, ce qu'on appelle en sociologie du travail le principe du toyotisme, c'est de fixer des objectifs aux équipes et de laisser ces équipes atteindre ces objectifs par leurs propres moyens. Mais en fait, cette stratégie a un peu dérapé et au lieu d'un bon management par objectif, tout s'est rigidifié, comme le montre un certain nombre de travaux, et on a mis en place un certain nombre d'indicateurs de performance, de reporting permanent, qui ont signé quelque part la fin de l'autonomie et compliqué à l'envi le travail des salariés. Et ceci est observé, ce modèle pour reprendre les industriels de Toyota qui l'ont développé, ce principe du toyotisme s'applique aussi bien dans le privé que dans le public, où l'on voit des actifs passer plus de temps, et notamment dans le domaine de la recherche d'ailleurs, à effectuer des tâches administratives de reporting qu'à se concentrer sur le cœur de leur métier. Et finalement, ce modèle du toyotisme, il y a un autre modèle qui s'est développé notamment dans les pays d'Europe du Nord qu'on appelle les organisations dites apprenantes, qui sont déployées donc dans les pays du Nord de l'Europe avec le succès que l'on sait, au sens où on sait que les travailleurs dans ces pays-là sont majoritairement satisfaits de leurs conditions de travail. Une organisation apprenante, en fait, c'est une organisation dans laquelle les salariés participent activement
à l'élaboration des objectifs avec leur hiérarchie et qu'ils apprennent en continu et ils et elles disposent de l'autonomie qui leur permet de réellement déployer leurs compétences au lieu que tout ceci leur soit dicté du haut de l'extérieur. Alors, voilà quelques mots un peu pour expliquer l'évolution des grands modèles de production depuis le début des années 80. Et vous allez le voir que ces caractéristiques sont très importantes à considérer puisque ça va déterminer des conditions de travail particulières qui vont avoir un effet sur la santé. Alors, pour faire un bilan un peu de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas sur les conditions de travail, je me suis appuyée sur un rapport qui vient de sortir de la DARES, qui est la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, qui a été rédigée par Mélanie Hillon et qui propose une revue détaillée des connaissances scientifiques quantitatives, alors des données qui portent essentiellement sur les pays européens. Et ce rapport, pour celles et ceux que ça intéresse, est titré « L'effet des conditions de travail sur la santé et le recours aux soins ». Il est paru en novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution d'abord des conditions de travail ? Les expositions physiques sont en hausse depuis le début des années 90 en Europe et restent très répandues dans le monde, y compris dans les pays de l'OCDE. En 2015, les mouvements répétitifs et les postures douloureuses ou fatigantes concernaient encore 50% des emplois en Europe. Je vais vous donner des chiffres un peu plus récents dans un instant. En France, la proportion de salariés qui subissent au moins 3 contraintes physiques a triplé en l'espace de 30 ans, passant de 22% des ouvriers en 1984 à 62%, d'après une publication de Beck et Mérou. Et on va le redire encore, les personnes qui sont concernées par ces problèmes de contraintes physiques sont bien sûr, ne sont bien sûr pas les mêmes selon les différents groupes sociaux. Alors, pour vous donner quelques données, là c'est la dernière source de données disponible, l'enquête conditions de travail, l'exploitation de l'enquête actuelle est en cours. Et vous avez ici, j'espère que vous voyez, vous avez ici un certain nombre de contraintes et d'expositions physiques qui sont présentées ici selon le sexe des personnes qui travaillent. Donc à l'extrême gauche de la diapositive, vous avez au moins 3 contraintes physiques intenses. Donc vous voyez que ça concerne 35% des hommes, plus de 35% des hommes et plus de 30% des femmes aujourd'hui. Quand on regarde dans le détail, on voit effectuer des mouvements douloureux ou fatigants, être exposé à un bruit intense, être en contact avec des produits dangereux, respirer des fumées ou des poussières. Donc vous voyez des pourcentages qui sont encore extrêmement importants parmi les travailleurs enquêtés dans le cadre de cette recherche de la DARES avec l'INSEE. Alors, sur la diapositive suivante, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que ces contraintes, pour commenter 2 secondes quand même sur les écarts femmes-hommes, vous voyez que pour ces contraintes physiques, c'est quand même plus souvent les hommes qui sont exposés en moyenne, et puis dans le détail, vous voyez que l'écart est surtout marqué pour les produits dangereux ou l'exposition au bruit. Quand on regarde maintenant, selon la profession exercée par les personnes, avec toutes les limites sur l'indicateur de profession que j'évoquais dans la leçon inaugurale le 3 avril dernier, mais en tout cas, vous voyez ici, vous avez des données qui permettent de distinguer chez les cadres en bleu, les professions intermédiaires en orange, les employés en gris et les ouvriers en jaune-orange, plus clair. Et vous voyez ici que, voilà, toujours la même distribution, mais juste pour vous montrer que les ouvriers, quel que soit le problème que l'on considère, et évidemment ça se répercute sur la moyenne, sont beaucoup plus touchés que les cadres par ces contraintes physiques qui vont, comme on va le voir, avoir un impact très important sur la santé. Alors, maintenant, une dernière donnée qui revient plus sur les produits cancérogènes. Là, c'est l'enquête Sumer qui le montre. La dernière livraison date de 2003. Et ce sont là aussi les ouvriers qualifiés qui sont le plus exposés à ces produits cancérogènes dans le cadre de leur activité. L'enquête portait sur les salariés franciliens dans le cadre d'une enquête basée sur les données de la médecine du travail, et vous voyez qu'en rouge, vous avez le pourcentage de salariés qui sont exposés à au moins un produit chimique cancérogène, et en bleu, le pourcentage de salariés qui étaient exposés à au moins un produit chimique. Mais si on considère ne serait-ce que les salariés, les ouvriers exposés à un produit cancérogène, vous voyez que c'était plus de 30% d'entre eux en 2003 qui avaient cette exposition professionnelle, donc encore une fois, tout simplement dans le cadre de leur travail.
Donc une distribution qui diffère selon les milieux sociaux et selon le sexe des personnes concernées. Alors, cette dernière diapositive, c'est pour vous montrer la place de la France par rapport aux enjeux de pénibilité. Donc vous avez 4 indicateurs, les postures douloureuses, le port de charges lourdes, l'exposition à des produits toxiques ou les mouvements répétitifs du bras ou de la main. Et vous avez en bleu les données pour l'Union européenne. Et puis vous avez la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et vous voyez que quel que soit l'indicateur considéré, la France se caractérise par une situation la plus défavorable du point de vue de l'exposition à ces risques. Alors, dans le même temps, là, je viens de vous parler de contraintes physiques, mais il y a aussi également tout l'enjeu des contraintes, des risques psychosociaux et les nouveaux modes d'organisation de travail dont je parlais à l'instant et les exigences croissantes en matière de performance individuelle ont favorisé le développement des facteurs de risque psychosociaux et il y a là toute une littérature abondante qui permet d'attester cet enjeu. Et vous avez ici toujours un certain nombre d'indicateurs dont on sait, j'en parlerai dans un instant, qu'ils sont liés à des problèmes de santé mentale. Le fait de travailler toujours sous pression, le fait d'avoir le sentiment d'être inutile, le fait de ne pas avoir assez de temps pour effectuer correctement son travail. Là, j'ai pris juste 3 indicateurs, mais il y en a une multitude qui peuvent être pris en considération et qui montrent que ces risques psychosociaux ne touchent pas de la même manière selon les risques que l'on considère les différents groupes sociaux. Par exemple, le fait de travailler toujours ou souvent sous pression, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus les cadres, plus de 40% d'entre eux. Et en revanche, le sentiment d'avoir été inutile est le plus élevé chez les personnes qui occupent une position ouvrière. Alors, maintenant, ce que je voudrais dire avant de passer aux facteurs de risque identifiés, c'est que ces enjeux psychosociaux en particulier sont particulièrement aigus dans le contexte actuel du vieillissement de la population active et de l'allongement de la durée d'activité, un sujet qui est toujours de grande actualité. C'est vrai aussi pour les risques physiques, puisque plus on avance en âge, plus l'organisme se fragilise, et c'est vrai aussi pour les risques psychosociaux, bien évidemment. Et sans vouloir proposer une lecture économique, parce que on pourrait dire que quand bien même ça ne coûterait pas grand-chose, la question des inégalités reste vraiment cruciale. Mais pour souligner quand même que d'après l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les maladies et les accidents liés au travail, qu'ils soient ou non reconnus comme tels par les autorités administratives, coûtent à l'Union européenne un budget de l'ordre de 476 milliards d'euros par an, ce qui représente 3,3% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on parle d'abord d'un enjeu qui renvoie à des inégalités sociales, mais qui a un coût certain aussi pour le budget des pays et de l'Union européenne en particulier, enfin de l'Union européenne en général, pardon, et de différents pays en particulier, dont la France. Alors maintenant, je voudrais, sans vous faire une liste trop fastidieuse des résultats des dizaines d'études épidémiologiques qui ont pu être produites, je voudrais juste évoquer la question des risques qui sont identifiés, des facteurs de risque qui sont identifiés. On a vu l'exposition, maintenant je voudrais revenir sur les facteurs de risque qui sont identifiés comme étant associés à la survenue d'un certain nombre de pathologies. Vous avez ici la liste de ces facteurs, et elle n'est pas exhaustive, mais tout ce qui concerne les vibrations, alors on pourrait les mouvements et postures douloureuses, les poussières et fumées, bruit, produits dangereux, etc. En tout cas, ce que montre une espèce de revue de la littérature qui est proposée, telle que proposée par Mélanie Millon, que je citais à l'instant, sont toutes les expositions mécaniques, les postures inconfortables, les mouvements répétitifs, etc. Toutes les expositions à des produits chimiques et biologiques qui sont aussi source d'un certain nombre de pathologies, et puis le fait de manipuler des charges lourdes ou de travailler dans des postures fatigantes qui s'accompagnent d'un certain nombre de douleurs, et notamment de douleurs lombaires. Tous ces travailleurs qui sont exposés à tous ces risques physiques, ou ne serait qu'à certains d'entre eux, on voit que non seulement ils sont beaucoup plus souvent absents pour des problèmes de santé, mais que aussi ces risques marquent sur le très long terme leur corps et s'associent donc sur le long terme, encore une fois, à des problèmes de santé qui souvent se cumulent et se renforcent les uns et les autres. Voilà, alors je ne vais pas aller plus loin dans la description de cette littérature
qu'elle cite, parce qu'il y a au moins une soixantaine d'études qui sont citées. Mais en tout cas, voilà, c'est un enjeu très important. Autre enjeu très important, ce sont les risques psychosociaux. Et d'ailleurs, pour les dernières données disponibles, ces risques psychosociaux ont dépassé pour la première fois un des facteurs un des problèmes de santé les plus importants, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques qui sont liés aux postures, aux charges de travail, etc. Et les risques psychosociaux, pour la première fois, ont dépassé ces troubles musculo-squelettiques. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils ne soient pas importants, mais c'est pour dire qu'il y a une recrudescence très importante des problèmes de santé mentale qui sont liés au travail, et notamment tout ce qui relève de l'exposition répétée au stress est clairement identifié comme lié à l'apparition de troubles mentaux. Vous avez aussi l'intensité du travail, le temps de travail, les contraintes horaires, les rapports avec la hiérarchie, la reconnaissance au travail, les violences au travail, toute une série de facteurs qui sont dans la littérature associés à un certain nombre de problèmes de santé et qui sont directement en lien avec ce que je vous ai présenté très rapidement, très succinctement sur l'évolution des conditions de travail. Donc vous voyez qu'on est loin d'être sorti de l'auberge, si je puis m'exprimer ainsi, et que les risques physiques et psychosociaux sont déjà extrêmement présents et que l'organisation actuelle du travail et son évolution ne vont pas permettre de faire diminuer ces expositions. Alors, il faut juste souligner qu'on critique souvent ces travaux pour une raison méthodologique, pour ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que les personnes en mauvaise santé sont susceptibles d'éviter les expositions professionnelles qui entraîneraient une détérioration supplémentaire de leur état de santé et ce qui rend plus difficile leur maintien en emploi. Et d'autre part, les entreprises sont aussi susceptibles d'éviter l'embauche de personnes qui ont des problèmes de santé parce qu'elles sont jugées notamment moins productives du fait même de ces problèmes de santé. Alors c'est un phénomène de sélection qu'on connaît bien dans la littérature sur le sujet qui s'appelle l'effet du travailleur sain. En gros, tous les travailleurs, enfin une certaine partie des travailleurs qui ne sont pas en bonne santé vont être extraits du milieu du travail et donc des statistiques sur les problèmes de santé au travail. Mais si cet argument est important à prendre en considération, il n'empêche que la très grande cohérence de toutes les études qu'on voit sur le sujet montre que les résultats sont quand même très solides. Et Mélanie Hillon, d'ailleurs, avec ses collègues de la DARES et de l'INSEE, ont fait récemment une analyse qui a permis de contourner un certain nombre de ces biais liés à la sélection des travailleurs sains. Et ils ont proposé une étude qui a permis de coupler des données d'enquête répétées dans le temps avec les données de l'assurance maladie, du SNDS, pour voir un peu toutes les consommations de traitements médicamenteux et de visites chez le médecin. Et cette étude, qui est beaucoup plus, entre guillemets, propre du point de vue méthodologique, confirme les résultats que je viens d'évoquer. Alors, ce qu'il faut quand même remarquer, que cette production intense de données de type épidémiologique traite majoritairement de l'impact à court terme des conditions de travail, alors que certains effets, tels que les cancers et les maladies cardiovasculaires, ont un temps de latence, on reviendra dessus dans la séance de la semaine prochaine, ont un temps de latence extrêmement long qui rend plus difficile la mise en évidence d'une preuve entre l'exposition et l'apparition de la maladie. Mais cela étant dit, comme on va le voir, ces études existent et que quelques, je dirais, initiatives comme celle dont va nous parler Anne Marchand la semaine prochaine montrent à quel point les épidémiologistes sont capables, même si les choses sont compliquées, de mettre en évidence l'effet des expositions sur des pathologies qui apparaissent plusieurs années dans le temps après l'exposition. Alors, ces données, outre qu'elles traitent surtout de l'impact à court terme, elles ne renseignent pas aussi sur un certain nombre de problèmes de santé au travail. Elles sont nombreuses, mais elles ne couvrent pas tous les problèmes de santé au travail, loin s'en faut. Et le travail de Charles-Olivier Bétancédi, qui a fait une thèse remarquable sur la production des connaissances épidémiologiques, a montré que l'épidémiologie, de par les choix des sujets, alors il ne faut pas jeter la pierre aux épidémiologistes parce qu'il y en a quand même un nombre limité par rapport à toutes les questions de santé qui se posent, mais pour autant, le choix des sujets
n'est pas anodin et les méthodes d'analyse qui sont utilisées non plus. Et il a montré dans son travail qu'il y avait une invisibilisation de certains cancers professionnels, et notamment les cancers professionnels qui touchaient les femmes qui occupaient des emplois tout à fait en bas de l'espace social, en montrant que d'abord peu de recherches s'intéressaient à la question des cancers professionnels chez les femmes. La majorité des études portent sur des populations masculines, et qu'ensuite, en raison des méthodes d'analyse utilisées, pour dire les choses un peu simplement, pour montrer les liens entre une exposition professionnelle et l'apparition de problèmes de santé, il faut d'abord attester du niveau d'exposition à des professionnels, et que pour ça, on utilise ce qu'on appelle des matrices emploi-exposition qui disent qu'en fonction du type d'emploi précis que vous utilisez, vous êtes exposé à telle dose de produits ou vous êtes soumis à tel type de contraintes physiques. Mais le problème étant, c'est que ces matrices emploi-exposition, en fait, elles ont été constituées, élaborées à partir d'emplois masculins, lapsus très révélateur, à partir d'emplois masculins, ce qui fait qu'elles s'appliquent très peu, elles ne sont pas du tout pertinentes pour examiner les liens entre exposition et survenue de maladie dans les populations féminines. Et ce faisant, donc vous voyez aussi bien le choix des maladies, les méthodes statistiques utilisées, le fait que les analyses ensuite ne soient pas et ne soient même souvent pas distinguées selon les hommes et les femmes en partie parce qu'il y a peu de données chez les femmes, tout ça contribue à invisibiliser certaines pathologies, en particulier les cancers professionnels dans les populations les plus défavorisées, et en particulier les personnes, les agentes de nettoyage. Alors, il est évident que les causes des obstacles à l'identification des maladies professionnelles sont multiples. Ils tiennent pour partie à la nature des pathologies chroniques induites par l'exposition à des facteurs de risque présents dans l'environnement de travail, mais aussi parce que ces maladies sont multifactorielles et précédées de temps de latence parfois très longs, comme je le disais à l'instant. Pour autant, comme le développe Jean-Noël Jouzel, Jérôme Pellis et Laure Pitti dans un numéro spécial qui s'intitule « Risques professionnels, la santé au travail sous surveillance », qui est un numéro extrêmement intéressant, qui a été publié en 2024. Les conditions, la méconnaissance des liens, enfin la connaissance limitée, pourrait-on dire, des liens entre vraiment les conditions de travail et la santé ne résulte pas que de ce type de problème. Et il montre en fait qu'elle s'explique tout autant, ce manque de connaissances s'explique tout autant par des mécanismes sociaux et politiques qui conduisent les personnes concernées, y compris les salariés, comme on va le voir, et les institutions chargées de la protection de la santé, à ne pas voir ou à masquer les risques. Alors, au niveau des travailleurs eux-mêmes, il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'on observait parfois une attitude de déni du risque pour tenter d'y faire face. Je pense en particulier au travail de Pascal Molinier et d'autres. Et je pense aussi au travail de Christophe Dejour, qui, il y a très longtemps, avait pu montrer dans une étude sur les ouvriers du bâtiment que le risque auquel ils pouvaient être confrontés en étant sur des échafaudages, de surcroît quand ils ne portaient pas de casque, il y avait une espèce de déni du risque en mettant en avant la virilité que ça représentait de se balader sur des échafaudages sans porter de casque. On l'a vu également dans une étude il y a quelques années sur les coiffeuses, par exemple, qui avaient des dermatoses allergiques à force de faire des shampoings et des traitements colorants avec plein de produits allergènes, et que ces coiffeuses, comme on l'a montré avec Annie Thébault, elles niaient ce risque parce qu'elles ne pouvaient pas mettre de gants, parce que les femmes n'aimaient pas être shampouinées avec des gants en plastique, et que pour elles-mêmes, ce n'était pas agréable de porter des gants. Donc, elles niaient le risque pour lequel elles avaient pourtant de l'information. Et finalement, ça renvoie à des phénomènes complexes, mais qui traitent finalement de la difficulté à penser que son travail puisse être pathogène. Voilà, source de problèmes de santé. Alors, d'autres travaux, là je m'appuie toujours sur le numéro spécial dont je viens de vous parler, montrent que les salariés, en raison des rapports de domination au sein de l'entreprise et de la peur de perdre de leur emploi, ne signalent pas toujours les risques auxquels ils ou elles peuvent être exposés.
Et du côté des entreprises, maintenant, il y a aussi un certain nombre de recherches qui sont présentées dans ce numéro et qui montrent des mécanismes d'invisibilisation des maladies professionnelles qui visent à masquer les effets néfastes pour la santé des produits que les entreprises utilisent ou des modes de management auxquels elles ont recours. Alors, l'exemple des travailleurs intérimaires est tout à fait illustratif de ce type d'enjeu, notamment ceux qui interviennent dans la maintenance des centrales nucléaires, et je pense là encore aux travaux précurseurs dans ce domaine d'Annie Thébault. La maintenance des centrales nucléaires est très souvent confiée à des entreprises de sous-traitance. Les travailleurs qui s'attellent à ces tâches sont exposés, parce qu'ils vont nettoyer les cuves, c'est là où il y a le plus de radiation, sont exposés à des doses de radiation très élevées, mais la précarité de leur situation professionnelle rend difficile pour eux de s'opposer à cette exposition, parce qu'ils ont besoin de travailler, et surtout, enfin pas surtout, et que par ailleurs, de surcroît, plus exactement, ils ne sont pas suivis par la médecine du travail, parce qu'ils passent de centrale en centrale, et que du coup, les médecins du travail ne les suivent pas, et que l'enregistrement des doses auxquelles ils sont exposés, qui a un effet cumulatif, ne peut pas être renseigné. Alors, d'une manière générale, d'ailleurs, ce que montrent un certain nombre de recherches, c'est que les travailleurs intérimaires, dont l'état de santé est particulièrement dégradé, échappent largement aux acteurs qui sont en charge du suivi de l'état de santé des travailleurs, et notamment les médecins du travail, comme le montrent les travaux récents de Blandine Barlet et de ses collègues. Et on assiste d'ailleurs, ce qui est un enjeu extrêmement important du point de vue des politiques, à un déclin de ce groupe d'acteurs historiquement le plus central dans la politique de prévention au travail, les médecins du travail donc, et que le rôle de ces praticiens a évolué dans le temps et leur autonomie est de plus en plus réduite, comme le montrent ces études, par les réorganisations légales et managériales du secteur de la santé au travail. Voilà. Autre exemple, non, je ne vais pas continuer parce que je ne vais pas avoir le temps de tout traiter sinon. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est que si les connaissances sur les facteurs de risque sont nombreuses, elles restent non seulement incomplètes et que les recherches sur l'analyse des processus qui conduisent les travailleurs à être exposés au regard des conditions de travail restent encore beaucoup trop peu développées. Et l'exemple des accidents du travail montre l'importance de tels travaux de recherche qui permettent d'aller finement dans l'analyse des processus qui exposent à un certain nombre de risques physiques ou bien chimiques ou bien des risques psychosociaux. Et donc, je voudrais maintenant, dans cette deuxième partie, traiter de la question des accidents du travail, et je vais pour ce faire m'appuyer sur un travail remarquable qui a été réalisé par Véronique Daubat-Letourneux, qui est sociologue, enseignante-chercheuse en santé-travail à l'école, à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, qui a fait sa thèse sur le sujet et qui a publié un certain nombre d'articles, et récemment un livre qui s'intitule « Accidents du travail, des morts et des blessés invisibles », publié aux éditions Bayard, dont je vous recommande vivement la lecture, comme tous les travaux que j'ai cités d'ailleurs. Alors avant de revenir sur le travail de Véronique Daubat-Letourneux, préciser que historiquement le 19e siècle et le début le 20e siècle et le début du 21e ont été marqués par une baisse du nombre d'accidents du travail dans la plupart des pays européens, et ça c'est toutes les données de l'OCDE, de Eurofund, etc. Et que cette baisse continue des accidents du travail, en fait, elle est observée depuis les années 1950. Elle est due pour l'essentiel à l'évolution de la structure des emplois et à une réelle, il faut le souligner aussi, amélioration des conditions de sécurité dans certains secteurs. Et que cette baisse du nombre d'accidents du travail tend à se stabiliser depuis les années 90. Mais les accidents du travail demeurent néanmoins un phénomène majeur car il s'agit de vie ou de mort, et majeur aussi, comme elle le souligne, y compris pour les petits accidents, qui sont donc non mortels, car ils sont potentiellement des événements sentinelles qui permettraient de donner l'alerte sur des situations de travail qui présentent des risques pour la santé et l'intégrité des salariés. Et même un accident du travail mineur peut avoir des effets importants sur la vie quotidienne et sur la santé physique et psychique des personnes. Alors, je rappellerai quand même que les accidents du travail, c'est 550 000 personnes concernées
en 2023, et je parle là des accidents du travail reconnus, donc il y a tous ceux qui ne sont pas déclarés, je reviendrai, et l'analyse de Véronique Daubas permet justement de voir un peu les situations, comprendre dans quelles situations ces accidents ne sont pas déclarés. Et que la statistique administrative, donc par définition, sous-estime le phénomène parce que les cotisations de l'entreprise sont partiellement à la branche accident du travail, maladie professionnelle. Ces cotisations, elles sont partiellement indexées sur le nombre d'accidents que l'entreprise génère, donc selon ce qu'elle a produit comme accident, enfin selon le nombre d'accidents du travail qui ont été produits l'année précédente, sa cotisation évolue en conséquence. Mais également, cette sous-estimation, elle est liée également à ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'auto-culpabilisation des personnes accidentées, qui ne connaissent pas les mécanismes de déclaration, la pression parfois des collègues qui incitent à ne pas faire état de l'accident, autant d'éléments qui contribuent à cette sous-déclaration, et on le verra la semaine prochaine, c'est la même chose pour les maladies, professionnelles, donc l'autre côté de cette branche de réparation, les accidents du travail d'un côté et les maladies professionnelles de l'autre. Voilà. Et évidemment, dans cette sous-estimation, il faut souligner les accidents qui sont subis par des travailleurs employés en situation d'irrégularité et donc les travailleurs au noir, les travailleurs sans papier, sur lesquels on ne sait pratiquement rien, sauf quand il y a des enquêtes spécifiques qui sont faites, alors qu'on peut supposer justement que ces populations sont particulièrement exposées à des accidents parce que ce sont souvent ces populations qu'on poste sur auxquelles on attribue les postes les plus exposés, comme on l'a vu pour les travailleurs de la maintenance des centrales nucléaires. Alors, ce qui est intéressant, et je pense que vous serez d'accord sans problème, c'est que ces accidents du travail, finalement, on en entend peu parler. Plus exactement, on en entend parler dans la presse locale en particulier, quand il y a des accidents très graves qui se produisent dans tel ou tel endroit. Et d'un point de vue médiatique, mais aussi politique, ces accidents sont traités comme des faits isolés. Et ils se voient alors privés de leur dimension collective et de leur inscription dans des organisations du travail qui restent, comme on va le voir, à questionner. Et en fait, c'est une problématique qu'on rencontre très souvent, la différence entre un fait divers et un fait social. Donc l'idée, c'est de vous montrer à quel point ces accidents du travail représentent un fait social et vont bien au-delà de la perspective du fait divers tel que traité par les médias et aussi par un certain nombre de politiques. Alors, comment expliquer cette invisibilisation sociale et politique des accidents du travail dont on a vu l'ampleur. Alors, trois hypothèses sont proposées par Véronique Daubas. La première, ce serait que les accidents, des hypothèses d'ailleurs qui ne sont pas du tout exclusives les unes des autres, c'est que les accidents du travail sont considérés comme un risque, entre guillemets, ce qu'elle appelle un risque assuré. Le système en place date de la loi de 1898 qui assure la prise en charge et l'indemnisation financière d'un accident du travail. Et on peut penser que cette approche qu'on peut qualifier, qui est véritablement assurantielle, repose sur une gestion individualisée qui ne questionne pas les conditions de survenue de l'événement, ni par conséquent l'organisation du travail qui peut favoriser la survenue de ces accidents. Et une fois l'indemnité versée, en fait, on considère que le problème est réglé. L'autre hypothèse, c'est que depuis un certain nombre d'années, et c'est très bien, on met en avant beaucoup les enjeux liés au harcèlement moral ou aux risques psychosociaux dans le cadre de l'entreprise, et que finalement, on peut penser que cette mise en avant de ces risques psychosociaux a tendu à faire oublier que les accidents classiques existaient, les chutes, les chocs, les écrasements, etc., existaient encore, et le chiffre que, même s'il est très sous-estimé que je vous ai montré, montre l'importance de ces accidents. Et une dernière hypothèse qu'elle propose, c'est que, et qui est très intéressante sociologiquement, c'est que les secteurs qui sont les plus concernés par les accidents du travail sont là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi oui, je suis passée très vite sur cette diapositive, pardon, mais c'est parce que l'hypothèse que j'évoque à l'instant y fait référence. Les secteurs les plus concernés par les accidents du travail sont la construction, l'agroalimentaire, l'intérim, le transport logistique et le soin à la personne. Et les ouvriers et les femmes employées sont les personnes les plus touchées.
Les accidents sont aussi... donc l'idée, si vous voulez, c'est que ces accidents, finalement, touchent surtout des populations qui sont déjà des populations qui sont marquées par une certaine forme de précarité, notamment de précarité économique, et qu'on se demande, enfin, si on suit Véronique Daubas, si cette précarité n'invite pas à passer sous silence aussi les blessures que ces populations subissent à travers les accidents du travail. Et donc, elle souligne aussi le faible poids des syndicats, notamment, qui peut expliquer ce manque de visibilité, et syndicats non pas, qui se mobilisent sur beaucoup d'autres sujets par ailleurs, et notamment sur des questions d'emploi, de salaire, plus que sur les conditions de travail. Voilà, donc vous voyez que comment dirais-je, le paysage est un peu campé, si je puis dire. Donc une question de santé publique majeure qui fait l'objet de peu d'attention à tous les niveaux, au niveau ou qui fait l'objet d'une attention problématique dès lors que c'est présenté comme des faits divers, qui est source très importante d'inégalités de santé, d'inégalités sociales de santé, et que finalement, y compris dans les travaux de recherche, il y a finalement quelques travaux tout à fait passionnants comme celui de Véronique Daubas-Le Tourneux, mais il y a finalement peu de recherches aussi bien de type épidémiologique que santé publique et sciences humaines et sociales. Et donc les résultats que je voudrais vous présenter pour montrer à quel point ce type de recherche est tout à fait passionnant pour comprendre comment les accidents surviennent et par là même, au-delà de l'enjeu de connaissances scientifiques, comment des politiques de prévention plus efficaces et plus justes pour être mises en œuvre nécessitent finalement de déconstruire un peu les processus qui conduisent à la survenue de ces événements. Alors, elle s'est appuyée pour cette recherche sur 32 salariés. C'est toute une série d'entretiens approfondis qui visaient donc à reconstituer finement le processus de l'accident, ce qui a mené à la survenue de cet accident et les conséquences que ça a eu aussi sur la santé et la vie des personnes qui ont été confrontées à différents types d'accidents, on va le voir. Donc, je disais, elle s'est appuyée sur une recherche auprès de 32 salariés qui avaient par ailleurs fait partie de l'échantillon de l'enquête conditions de travail de 1998. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle a en même temps toutes les données un peu statistiques d'exposition, plus ces entretiens approfondis qui lui permettent de mettre au jour ces mécanismes de production des accidents du travail. Et elle a également interviewé 29 marins-pêcheurs. Donc c'est une population auquel on ne pense pas du tout spontanément, mais en fait, elle montre que c'est une population qui est très exposée au risque du travail, et notamment tous les problèmes, mais pas que, mais on le voit bien dans son livre, les problèmes en mer, mais aussi qui peuvent rencontrer aussi à terme. Et voilà, on pense souvent à la noyade, aux marins qui s'est fait... aux marins qui sont tombés par-dessus bord. Mais en fait, c'est une population qui est vraiment exposée aux accidents du travail. Alors, d'abord, l'idée, c'est de revenir d'abord sur les conditions... Pardon, je regarde l'heure, ça va. Sur les conditions elle revient beaucoup sur l'organisation du travail, puisque l'hypothèse de base, c'est que ces accidents surviennent parce que le contexte de l'organisation du travail favorise, pas l'idée de les faire volontairement, bien évidemment, mais permet la survenue de ces accidents. Et elle dit que pendant très longtemps, la conception de la prévention des accidents du travail est restée sur une perspective extrêmement technique et sur la prescription de mesures de sécurité. Et les résultats des enquêtes qui ont pu être menées par questionnement direct, et on pense aux enquêtes conditions de travail et sommaires, montrent pourtant qu'au-delà du métier exercé et des conditions de travail, l'organisation même du travail en elle-même était interrogée dans la survenue d'un certain nombre d'accidents du travail. Et en particulier, les résultats de ces travaux ont montré un certain nombre de caractéristiques organisationnelles qui montrent que l'accident s'inscrit dans une dynamique collective qui dépasse le seul lien entre l'homme poste de travail ou femme poste de travail. Et les accidents du travail sont ainsi plus fréquents lorsque le rythme du travail est contraint par les machines ou par des délais respectés. La polyvalence et le fait de devoir respecter des normes de qualité chiffrées en font augmenter le risque de survenue d'une manière sensible.
Enfin, le manque d'information et le travail dans l'urgence sont aussi des facteurs d'accident. Rythme de travail intense, horaire imprévisible, manque de soutien collectif dans le travail, des tensions avec le public, etc. etc. Et ces enquêtes montrent en outre que le fait d'être un homme, d'être jeune, d'être ouvrier, d'être intérimaire ou récemment embauché sont des caractéristiques qui sont liées à une plus forte probabilité d'avoir un accident du travail. Mais dans cette logique-là, aussi bien dans les principes de prévention que j'évoquais, qui étaient dans une logique basée sur une approche très technique et la prescription de mesures de sécurité, on reste dans une logique très individualisante et finalement, il y a peu de place dans cette perspective pour interroger l'analyse des accidents au regard des causes organisationnelles et structurelles. Et cette approche, elle est pourtant nécessaire parce qu'elle peut aussi éclairer pourquoi certains accidentés sont victimes à répétition d'accidents ou de rechutes. Et donc, l'idée, c'est, vous l'avez compris, c'est de saisir la catégorie accident du travail, non plus seulement dans l'approche d'une amélioration de leur reconnaissance, qui est un enjeu qui reste extrêmement important, et de leur indemnisation, mais en tant qu'un événement majeur de santé publique qui s'inscrit dans un contexte très particulier. Et dans son travail d'analyse, elle distingue finalement 3 types de situations d'accident, en s'appuyant encore une fois sur les données des enquêtes de conditions de travail et sur l'analyse très fine de tous ces entretiens. Et le premier type d'accident, c'est ce qu'elle considère comme des accidents qui surviennent dans un contexte de travail et d'emploi où la santé est préservée. C'est des emplois de type administratif pour l'essentiel. Et c'est des accidents qui sont souvent bénins, le plus souvent, qui donnent lieu à une déclaration immédiate d'ailleurs, et qui permettent parce qu'ils sont déclarés et reconnus, ça permet de leur donner une visibilité directe dans l'espace du travail et dans la sphère institutionnelle, et donc ça permet aussi derrière de mettre en place des mesures qui peuvent éviter leur répétition. Le deuxième type, donc ça c'est vraiment des accidents, on peut dire souvent très peu graves, mais qui existent néanmoins, mais qui sont pris en charge et visibilisés. Le deuxième type d'accident qu'elle a distingué, c'est ceux qui relèvent de risques permanents, des risques qui sont connus des salariés, qui savent s'en protéger théoriquement, ils ont les connaissances et ils savent comment s'en protéger, mais qui ne disposent pas toujours des conditions qui leur permettent de se protéger. Et cette situation pose question au regard de la prévention, car les consignes ou les équipements individuels et ou collectifs de sécurité qui ont été mis en place se heurtent alors aux injonctions de production. Ils savent très bien que, par exemple, il faut prendre des pauses régulièrement, parce que sinon il y a de la fatigue, on va être moins attentif vis-à-vis des machines, ce genre de situation. Et ce qu'elle souligne, c'est que quelque part, l'organisation même du travail dans une entreprise peut intégrer d'une certaine manière le risque d'accident du travail. La plupart du temps, ces accidents sont néanmoins parce qu'il y a quelque part une certaine responsabilité de l'employeur qui va demander d'accélérer pour pouvoir produire le nombre de sacs qui étaient attendus et payés par, etc., etc. Donc, il y a quelque part une certaine intégration du risque d'accident du travail par l'employeur. Et ces accidents sont alors déclarés sans difficulté. Donc ce qui est intéressant ici, on le voit, c'est vraiment le premier type, c'est un peu l'accident qui est, comment dirais-je, ben voilà, il y a toujours des risques quelque part et c'est un peu un risque qui peut survenir un peu et qui peut toucher un peu tout le monde, enfin selon les postes bien sûr de travail qu'on occupe. Ici on voit que c'est des accidents qui surviennent mais qui sont presque anticipés par l'employeur et qui du coup quand ils surviennent ben, ils sont aussi déclarés et reconnus sans difficulté. Le troisième type d'accident, c'est des accidents quand le contexte, qui surviennent dans des contextes de mise en danger dans le travail pour des salariés qui sont confrontés à des situations de contraintes et de cumul de contraintes et de pénibilité. Et ça touche surtout des personnes qui sont en précarité du point de vue du lien salarial, c'est-à-dire c'est souvent des apprentis, des jeunes peu qualifiés, des personnes qui sont nouvellement embauchées ou des travailleurs intérimaires. Qui ont une marge de manœuvre extrêmement limitée dans leur travail
et ce qui contribue à les exposer encore plus. Je vais vous donner un exemple concret tout de suite pour mieux comprendre, mais dans ces situations-là, c'est là où elle a souvent entendu des salariés qui en fait racontent une histoire où finalement ils décrivent quelque part des prises de risques forcées. Et ce qu'elle a entendu, par exemple, sur ce type d'accident, c'était ça ou la porte, de la part d'un ouvrier qui avait dû décharger des tubes en acier sans pouvoir utiliser un pont adapté à leur longueur, parce que c'était des tubes qui étaient extrêmement longs et extrêmement lourds. Et ce problème avait déjà été signalé à une supérieure hiérarchique, à son supérieur hiérarchique, mais la situation n'avait pas changé. Un autre exemple, c'est celui de cet employé de restaurant qui est obligé par son employeur à porter des chaussures assorties à sa jupe uniforme, parce qu'ils sont, je ne donnerai pas le nom, mais c'est une chaîne, voilà, donc ils doivent être tous habillés pareil. Mais elle doit aussi participer à la plonge. Donc non seulement elle doit servir en salle, mais aussi elle doit participer à la plonge. Et finalement, elle finit par glisser en courant de la salle de restaurant à la plonge où elle était appelée, et elle glisse avec ses chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées pour faire des allers-retours aussi importants. Et voilà, elle s'est retrouvée avec 11 points de suture. Mais on voit ici qu'il y a une combinaison d'exigences productives et commerciales qui crée, voilà, elle doit s'habiller d'une certaine façon, on lui demande de faire ci, de faire ça, une surcharge de travail. Et finalement, voilà, elle glisse malencontreusement, mais elle glisse parce qu'elle était sous une pression très forte de productivité où elle devait faire deux travail en un finalement. Et finalement, c'est pour ce troisième type de situation que les cas de non-déclaration sont les plus nombreux. Et c'est pourtant dans ce cas-là, dans ce type d'accident, qu'elle a vu que la gravité était la plus élevée. Et pour finir sur ce point-là, je reprendrai des propos de Thomas Coutreau, donc économiste spécialiste des maladies de la santé au travail, et qui rappelait que, je le cite, « Les choix en matière d'organisation du travail sont et ont toujours été produits socialement par un système de pouvoir conditionné par les rapports de force sociaux. Et sous cet angle, la notion d'efficacité économique n'est pas un concept abstrait et neutre, mais résulte indissociablement du jeu conjoint des techniques de production et de domination. » Voilà, donc on voit bien que ces accidents qui surviennent, les plus graves d'entre eux, qui surviennent souvent dans un contexte d'urgence, conduit à penser, pour reprendre les termes de Véronique Dauas, qu'il est plus exact de parler de prise de risque organisée, dit-elle, que de comportement à risque de la part des salariés, qui parfois paient cher ce temps gagné sur les délais de production ou de livraison. Et que finalement, par rapport, de manière concomitante à l'exigence de cette pression temporelle qui caractérise, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les nouveaux modes d'organisation du travail depuis un certain nombre d'années, en tout cas pas dans tous les pays, mais dans les pays d'Europe, dont pas tous, pas l'Europe du Nord, mais la France en particulier, on l'a vu tout à l'heure, la déstructuration des collectifs de travail ou encore le fait que dans cette mondialisation, les entreprises peuvent se trouver elles-mêmes dominées par rapport à d'autres, c'est des éléments qui sont aussi à interroger dans la survenue ce grand nombre d'accidents du travail. Et finalement, on voit que l'analyse que propose Véronique Dauas finalement nous permet de montrer que c'est souvent le cas en santé publique, qu'il est important de s'éloigner de cette perspective de comportement individuel à risque, juste de poser les choses sur les enjeux de connaissance, de technique, des aspects strictement techniques pour mettre en place de la prévention, et de montrer comment ces accidents surviennent dans des contextes particuliers du point de vue essentiellement de l'organisation du travail, qui crée des conditions de travail particulières et qui peuvent être parfois, et pas si rarement que ça, comme le montrent les chiffres sous-estimés, source d'accidents du travail. Et donc on est bien loin d'une perspective individualisante, et ce qui bien sûr n'est pas sans intérêt, non seulement pour la connaissance scientifique fondamentale, mais également pour les politiques de prévention.
Et donc, pour conclure, j'ai pu aborder qu'une toute petite partie du problème. Vous voyez bien que la question des risques du travail, c'est un enjeu, c'est un phénomène éminemment complexe. Alors, complexe ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'analyser, le comprendre et mettre en place des politiques de prévention qui soient adéquates. Il est clair qu'il y a une multiplicité de facteurs qui portent atteinte à la santé au travail. Et je viens de rappeler à l'instant, donc je ne vais pas revenir beaucoup dessus, mais revenir encore dessus, si je puis dire, mais les questions de prise en compte du contexte, des conditions de travail, du contexte d'organisation du travail, qui sont absolument fondamentales à prendre en considération. On peut quand même souligner qu'on manque de données, notamment sur les personnes intérimaires, qui sont très fortement touchées et pour lesquelles on n'a que quelques enquêtes, mais vraiment, on manque vraiment de données. On manque aussi de données. Alors les questions de genre sont quand même, finalement, au début je pensais qu'elles n'étaient pas du tout, très peu traitées, mais finalement elles sont quand même souvent abordées, mais bon, pas systématiquement alors qu'elles devraient l'être. Et également la question des dimensions raciales est quand même très absente des travaux que j'ai pu consulter. Certains le font, mais ça devrait être une dimension essentielle parce que on voit bien que dans les, ne serait-ce que, dans quelle mesure ça joue, comment ça se co-construit avec d'autres rapports sociaux de domination, de classe, de genre, etc., des populations racisées qui sont évidemment affectées à des emplois qui sont particulièrement concernés par les accidents du travail, mais aussi par les maladies professionnelles. Donc, on manque de données sur ces dimensions-là, sur ces populations-là, sur ces dimensions-là, mais on manque aussi de données très fines pour comprendre les processus qui sont à l'origine de ces expositions à ces risques du travail. L'exemple du travail de Véronique Daubas le montre bien. Il y a d'autres exemples qui le montrent sur les cancers professionnels, comme on le verra la semaine prochaine. Je voulais aussi souligner que j'ai parlé ici que des conditions de travail, et encore sous un certain angle. Je n'ai pas parlé de la situation d'emploi, avoir un travail rémunéré, type de contrat qui joue aussi, mais pas que, sur la santé mentale, mais aussi sur les risques, d'autres risques auxquels les personnes peuvent être confrontées. Elles ont pu sortir de l'emploi parce qu'elles étaient confrontées à des problèmes de santé, etc. Donc la question de l'emploi, la situation de l'emploi est l'autre partie très importante à prendre en considération quand on travaille sur les maladies, les enjeux de risque au travail. Je voulais aussi souligner que finalement on a parlé d'une certaine forme de travail, enfin j'ai parlé, et que, comme le montre la sociologue Maud Simonet, dans un ouvrage qui vient d'être publié l'année dernière, qui s'appelle « L'imposture du travail », dont je vous recommande aussi la lecture, Maud Simonet dit que la définition du travail, elle est encore construite aujourd'hui à partir d'un sujet masculin, et associée à la rémunération, l'emploi et la production, comme je viens de le dire. Et finalement, elle s'interroge, et on peut s'interroger avec elle, sur quid de cet autre travail, majoritairement exercé par les femmes, sur lequel repose aussi notre société et notre économie. Et vous l'avez compris, qu'il soit domestique, associatif, lié aux soins, qu'il s'agisse du bénévolat, de stage ou d'engagement citoyen, autant d'activités qui ne sont pas considérées comme du travail, mais qui relèveraient de valeurs, l'amour, la passion, la citoyenneté, l'insertion, etc., etc. Et que finalement, il est extrêmement important de penser conjointement la question du travail rémunéré, mais aussi la question du travail gratuit, du travail visible et du travail invisible, et en questionnant, comme on appelle Maud Simonet, à interroger les frontières du travail et de leurs usages, d'autant que même dans cette perspective de risque et travail, vous voyez bien qu'il y a tout un tas de risques auxquels sont exposés, et d'accidents auxquels sont exposées des personnes qui, surtout des femmes, et de milieux sociaux les moins favorisés, qui produisent ce travail invisible et non rémunéré. Voilà, s'il fallait conclure, parce qu'enfin, je ne sais pas s'il fallait, il faut que je conclue, j'ai plus qu'une minute. En termes de politique publique, c'est un peu facile, mais il faut quand même le dire qu'il est important qu'elle soit à la hauteur de la complexité du problème, en développant des politiques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
en particulier avec la mise en œuvre de mesures préventives et réparatrices, mais qu'un enjeu important, qui est souligné par plusieurs auteurs, c'est finalement d'aller au-delà du cadre actuel des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues. C'est-à-dire qu'on pense les choses énormément dans les prolongements qu'on développera la semaine prochaine de la loi de 1898 que j'évoquais en introduction et qui porte sur la reconnaissance et la réparation des maladies professionnelles et des accidents du travail. Il faut aller bien au-delà de ça. Il faut donner les moyens aux chercheurs d'améliorer les connaissances, donc ça veut dire des postes, des financements sur ce sujet qui reste quand même dans le champ de la santé en général pas forcément très bien doté, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut aussi toute une série de mesures législatives qui conduisent à interdire un certain nombre de produits dangereux, mais bon, l'actualité malheureusement montre que ça ne va pas vraiment dans le bon sens. Et puis s'assurer aussi que l'employeur respecte son devoir de prendre, comme lui enjoint la loi, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et le rôle fondamental est très mis à mal de l'inspection du travail. Et voilà, même si finalement, vous avez compris, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus macro-sociaux, macro-politiques au niveau de l'organisation du travail et qui concernent des choix de société au niveau français, européen et mondial. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va faire une petite pause.